Depuis 1995, l'élevage en étang de la crevette géante d'eau douce, Macrobrachium rosenbergii, se développe de façon spectaculaire en Asie, où les paysans ont toujours tenté de développer des productions aquacoles intégrées à leurs productions agricoles parce qu'elles recourent aux mêmes ressources de base, la terre et l'eau. Ces paysans savent que l'eau douce est une ressource limitée, qu'ils ont toujours tenté de valoriser au maximum en produisant à la fois du riz et des poissons. Au Vietnam, le delta du Mékong, qui couvre une superficie de 4 millions d'hectares, est ainsi valorisé efficacement pour la production de riz intégré à différents systèmes impliquant la production de fruits et légumes, d'animaux terrestres tels que porcs ou poulets, mais aussi d'animaux aquatiques tels que poissons et crustacés. Parmi ceux-ci, les crevettes de mer ou scampi de la famille des Pénéidés ont été les premières à faire l'objet de productions importantes. Mais depuis quelques années, se développe l'élevage de l'excellente crevette géante d'eau douce de la famille des Palémonidés. Bien que la récolte de crevettes et de poissons en rizière se pratique depuis des siècles dans le delta du Vietnam, ce n'est que depuis les années 80 qu'un élevage plus intensif s'est développé à partir de juvéniles collectés en milieu naturel. Ce n'est que depuis l'an 2000 que des écloseries ont été développées pour approvisionner les rizières des fermiers vietnamiens en post-larves et juvéniles de cette fameuse crevette géante. Ils ont ainsi commencé à produire ces crevettes en système intégré. Riz et crevettes ensemble ou en rotation, culture de riz puis culture de crevettes successivement. Il a toutefois fallu adapter les techniques d'élevage aux conditions hydrologiques locales, zones à plus ou moins fortes et longues inondations. C'est l'objet de cette vidéo qui relate les expériences menées par Madame Lan Milam avec les fermiers du delta du Mékong pour améliorer sans cesse leur production et donc leurs revenus. Voyons les différentes étapes de ce remarquable développement. Il commence par la reconnaissance des caractéristiques de l'espèce, la connaissance de son cycle de vie pour la production de larves, le grossissement et l'alimentation, et il se termine par la récolte et la dégustation de ces magnifiques crevettes géantes. Les crevettes géantes d'eau douce, ou Palémonidés, à distribution intertropicale, comprennent notamment le genre Macrobrachium, représenté par quelques dizaines d'espèces dont la plupart sont amphihalines. Mais c'est essentiellement une des plus grandes espèces du genre, Macrobrachium rosenbergii, qui fait l'objet d'élevages plus ou moins intensifs. La tête, ou céphalothorax, se caractérise dans sa partie antérieure par la présence de 2 à 3 épines latérales. Un rostre long et incurvé vers le haut, avec 11 à 16 épines sur le bord supérieur et 10 à 15 sur le bord inférieur. La seconde des 5 paires de pattes, beaucoup plus grande que les autres, présente un mérus plus court que le carpus et se termine par des pinces plus puissantes aux mâchoires, chéla, de taille égale. L'abdomen des Palémonidés, ou crevettes géantes d'eau douce, présente également une caractéristique remarquable. Les pleurs du second somite recouvrent celles du premier et troisième somite, alors que chez les crevettes de mer Pénéidées, elles sont toujours en quinconce. Les mâles matures sont nettement plus grands que les femelles, et leur seconde paire de pattes est beaucoup plus grande et plus large. Le céphalothorax du mâle, sa tête, est aussi plus large alors que son abdomen est plus étroit. Les pores génitaux se situent entre les bases de la 5e paire de pattes. La longueur maximale totale est de l'ordre de 35 cm. Les femelles matures ont une tête et une seconde paire de pattes beaucoup plus petites que les mâles. Les pores génitaux sont à la base de la 3e paire de pattes. Les pleurs de l'abdomen, plus longs que ceux du mâle, forment une large chambre incubatrice. La longueur maximale totale est d'une trentaine de centimètres.
le cycle de vie de cette espèce passe par 4 phases bien différentes. Production d'œufs, de larves nageuses, de post-larves marcheuses, puis d'adultes. En eau douce et notamment en rizière, les femelles deviennent matures vers l'âge de 6 mois. La ponte a lieu quelques heures après la copulation et les œufs sont fertilisés par les spermatozoïdes fixés à l'extérieur du corps de la femelle. Les œufs fécondés sont alors transférés dans une poche incubatrice sous l'abdomen de la femelle où ils sont maintenus en place par une fine membrane et aérés par de vigoureux mouvements des appendices abdominaux. Les œufs, au nombre de 5 à 20 000 pour les jeunes femelles et de 80 à 100 000 pour les femelles plus âgées, sont légèrement elliptiques, orange jusqu'à 2 à 3 jours de l'éclosion, au moment où ils deviennent gris. Lors de l'éclosion, qui dure 1 à 2 jours, les larves sont dispersées par de rapides mouvements des appendices abdominaux, les pléopodes. Dans les écloseries, on stresse les femelles gravides dans de petits aquariums en limitant l'apport d'oxygène pour qu'elles lâchent leurs larves dans l'eau où on les récupère avec une petite épuisette à fine maille. Les larves ainsi récoltées sont transférées dans des bacs rectangulaires en béton ou des bacs ronds en polyester de 2 à 4 mètres cubes, remplis d'eau saumâtre à 12 pour 1000 avec une bonne aération via des bulleurs. Notons la présence d'un compresseur avec moteur à essence en cas de panne d'électricité. La mise en charge des larves ainsi transférées est de 70 à 80 larves par litre d'eau saumâtre. Ces larves sont pélagiques. Elles nagent activement, queue en avant et ventre en l'air. Elles sont naturellement zooplanctonophages. C'est pourquoi on les nourrit pendant les 10 premiers jours de larves d'artémia, écloses dans des seaux avec bulleurs et distribuées 6 fois par jour dans les grands bacs. Au 11e jour, l'éleveur modifie l'alimentation en distribuant à la fois des artémias, mais seulement 2 fois par jour, et en ajoutant 4 fois par jour une pâte faite maison à base de poudre d'œuf, de lait, d'huile de calmar, de lécithine, de vitamine C et dont la granulométrie est de l'ordre de 400 microns. Après 3 à 4 semaines, les larves nageuses se métamorphosent en post-larves marcheuses, translucides, mais avec une tête rose-orange. Elles ressemblent alors à des adultes en miniature. À ce stade, les post-larves recherchent l'eau douce, vers laquelle elles effectuent naturellement des migrations massives. En élevage, c'est le moment de les vendre aux fermiers, à l'âge de 30 à 45 jours, pour les déverser en rizière ou en étang. En écloserie, cela peut être également le moment de les transférer dans des bacs d'eau douce à la densité de 20 à 30 post-larves par litre pour produire des juvéniles de 2,5 cm âgés de 90 jours. Plus résistants aux mortalités, ces juvéniles permettent une mise en charge plus tardive en rizière ou en étang et ils sont vendus plus cher. À ce stade, leur régime alimentaire devient totalement omnivore. En général, les taux de survie sont de l'ordre de 30 à 40% à partir de l'éclosion ou de 60 à 80% à partir de la métamorphose. La mise en charge en rizière se fait à la densité de 2 à 6 post-larves par mètre carré ou de 1 à 3 juvéniles par mètre carré. Afin de rechercher les meilleures modalités de production de cette crevette, la rizière d'1 hectare d'un riziculteur a été transformée de commun accord avec le chercheur Madame Lann en système expérimental de production. De petits périmètres rizicoles ont été aménagés avec des canaux refuges pour comparer les productions en système intégré riz-crevette puis en rotation, alternance riz puis crevette. Dans tous les cas, il faut alimenter quotidiennement les crevettes. 2 types d'aliments ont été testés. Granulés artificiels seuls et granulés avec escargot aquatique écrasé. Ces aliments sont généralement déposés sur des filets épuisettes immergés, ce qui permet de vérifier la bonne consommation des aliments fournis. À ce propos, il faut souligner l'originalité des producteurs vietnamiens de crevettes qui ont développé une lutte biologique
contre une peste introduite d'Amérique du Sud, l'escargot d'or aquatique. Échappé des élevages, cet escargot s'est répandu à très forte densité dans les rizières, plusieurs dizaines par mètre carré, y consommant les plants de riz et provoquant des dégâts considérables. Les fréquentes pontes roses sur les végétaux émergents témoignent de sa prolificité. Cette espèce tend même à supplanter l'escargot noir indigène, beaucoup moins prolifique. Les crevetticulteurs achètent donc quotidiennement à des récolteurs, hommes, femmes, enfants, cette espèce qui, conditionnée en sac, transportée par bateau, est vendue au kilo. Une machine rustique a même été mise au point pour écraser les escargots et séparer ainsi la viande des coquilles. Les résultats expérimentaux ont montré que la culture alternée en rotation riz seul puis crevette seule donne un meilleur résultat. Une condition cependant, aménager la rizière en augmentant la hauteur des digues et en approfondissant le canal refuge. En augmentant de cette manière la profondeur d'eau, on limite les trop hautes températures. Ces conditions optimales sont notamment rencontrées dans les zones fortement inondables en saison des pluies. Il suffit dès lors, pour éviter que les post-larves ne s'échappent, de clôturer la rizière avec un filet à fine maille qui laisse par ailleurs entrer les larves de poissons sauvages. Ceci a notamment l'avantage de permettre à la vidange de l'étang une récolte complémentaire de diverses espèces de poissons. La récolte en petits étangs expérimentaux se fait après abaissement du niveau de l'eau dans la rizière en marchant dans le canal refuge. Cet abaissement d'eau provoque l'asphyxie des crevettes qui tentent de sortir de l'eau et sont ainsi facilement capturées. Dans les rizières de 1 hectare aménagées pour la crevette, on abaisse également le niveau d'eau et on passe successivement un filet de senne traîné par les paysans. La récolte est assez spectaculaire, dépassant souvent la tonne à l'hectare. On utilise aussi une barque où on y accumule au fur et à mesure la récolte, ce qui facilite ensuite son transport vers le lieu de conditionnement pour la vente. Les marchands y sont arrivés avec leur matériel de pesée, d'aération, de glace et de bois de transport en frigolite. L'achat, après sélection par taille, se fait au poids, et le prix sera plus élevé pour les plus grands et les plus gros mâles, reconnaissables d'emblée à leurs grandes pinces bleues. La transaction se fait généralement avec l'épouse du rizi-crevetticulteur qui prend plaisir à compter les billets et qui saura les utiliser pour améliorer le bien-être de toute la famille. La récolte est un jour de plaisir pour tous, et la famille du rizi-crevetticulteur est invitée à déguster ces délicieuses crevettes géantes d'eau douce, soit cuites rapidement et directement dans la flamme, soit laissées quelques minutes au court-bouillon. Elles prennent alors une belle couleur rouge, et à la différence des crevettes de mer, on peut ici se régaler en plus de leur abdomen de la fine chair des spectaculaires pattes mâchoires. Tout cela est joyeusement arrosé d'un bon vin de riz, en portant un toast à tour de rôle entre partenaires qui se souhaitent encore une bien meilleure production pour l'année prochaine. On peut comprendre la joie de ces crevetticulteurs nouveaux, puisque la récolte des crevettes géantes d'eau douce leur apporte en moyenne 3 à 5 fois plus d'argent que la seule culture du riz. 1 ou 2 jours plus tard, on va retrouver, encore vivantes, ces belles crevettes géantes sur les marchés urbains, rapportant ainsi encore plus d'argent à ces marchandes spécialisées sur cet article. Enfin, l'abdomen des plus grands spécimens sera principalement exporté congelé vers l'Europe ou les États-Unis, où les prix peuvent atteindre 20 à 30 € le kilo. La recherche participative des chercheurs du département d'aquaculture de l'université de Kanto avec les riziculteurs de cette région a conduit rapidement à des résultats spectaculaires permettant d'augmenter considérablement leurs revenus en passant à un système en rotation alternant production de riz et de crevettes géantes d'eau douce. Toutefois, pour limiter les coûts des aliments artificiels, les paysans ont développé un système de lutte biologique rentable en récoltant puis en achetant de très grandes quantités d'escargots d'or, cette peste introduite d'Amérique du Sud contre laquelle il a fallu lutter
à grand renfort de molluscicides coûteux et très polluants pour l'environnement. Une fois de plus, on peut constater l'inventivité du paysan vietnamien qui, avec l'aide du chercheur, tourne à son profit le développement anarchique d'une peste telle que l'escargot d'or. Tout cela conduit à un développement durable de ses productions ainsi diversifiées et nettement plus rentables.